Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, je vois que on est une vingtaine dans le chat là. C'est chouette de vous avoir avec nous. Ouais, bienvenue à tous sur le webinaire des jeunes CSC. Alors, j'ai vu qui. Bonjour Adina Magdalena. Je vois qu'il y a aussi Samuel qui est avec nous, toujours fidèle au poste. Salut Farida. Hello Émilie. Ok. Bienvenue en tout cas à ce premier webinaire des jeunes CSC sur les droits des jobistes. Ah, salut Thibaut. Est-ce qu'on a des Liégeois ou des Namurois parmi nous? Est-ce que Liège est avec nous? Ouais, super. Bien vu Liège. Ouais, Namur avec nous aussi. Est-ce qu'il y a des Bruxellois avec nous? Apolline dit oui. Mais est-ce que c'est pour Bruxelles ou pour une autre région? J'ai pas capté. Ah, pour Liège. Salut Apolline. Bon, voilà. Ah, Bruxelles est là aussi. Super. Salut Corentin. XL est présent aussi. Trop bien. Ok. Bon, voilà. Moi, je me présente rapidement. Je m'appelle Nel. Je vis à Bruxelles aussi. Voilà. Et puis, je suis responsable national des jeunes CSC. Et voilà, c'est notre premier webinaire. C'est une expérience pour nous. On est super content de le tester. C'est surtout une expérience aussi pour vous, voilà, de pouvoir être informé sur vos droits, parce que c'est de plus en plus compliqué au boulot. Il y a de plus en plus d'étudiants qui bossent assez tôt, et pourtant on n'explique pas forcément bien les règles, et c'est assez facile au final de se faire avoir par le premier employeur venu si on ne connaît pas ses droits. Donc nous, on est un syndicat pour les jeunes, une organisation de jeunesse syndicale. Et ben, on est justement là avec les jeunes CSC. Ah, c'est de l'autre côté. Je ne suis pas encore très habitué. On est justement là avec les jeunes CSC pour vous soutenir dans vos démarches au niveau du boulot et surtout pour défendre vos droits avec vous. Et donc, aujourd'hui, premier webinaire des jeunes CSC sur ce thème. Ça va durer plus ou moins une quarantaine de minutes, je dirais, maximum. Alors, tout ce qui est échange et réaction, on vous invite à utiliser le chat. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez interagir par rapport à des choses que je dis, faire une remarque ou quand je vous pose des questions, vous pouvez utiliser le chat. Par contre, si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre situation ou par rapport à ce qui est dit dans ce webinaire, alors là, il y a un formulaire bien particulier que vous pouvez remplir et que mon collègue va normalement mettre dans le chat maintenant. Voilà, donc pour poser vos questions sur les jobs étudiants, vous pouvez remplir le petit formulaire. Là, le lien est dans le chat. Après, donc, on a une équipe là en back-office qui va récupérer vos questions, qui va en sélectionner quelques-unes. Et alors, à la fin du webinaire, on y répondra. Et puis, pour les questions que vous avez posées et auxquelles on n'a pas su répondre, voilà, par manque de temps, on reviendra vers vous par la suite pour y répondre dans les semaines qui viennent. Et voilà, et vous aurez aussi l'occasion, on va remettre aussi régulièrement dans le chat les contacts de tous les responsables jeunes des jeunes CSC qui sont dans les régions, proches de chez vous, pour que vous puissiez aussi les contacter directement, soit par mail, soit par WhatsApp, soit par téléphone. Donc voilà, je vois que Romain, hyper efficace, a déjà mis le lien vers les contacts. Donc, vous pouvez aussi cliquer là si vous voulez directement prendre contact avec les responsables jeunes dans les régions. Voilà. Alors, dernière chose aussi avant de démarrer, vu que je vous ai dit c'est la première fois qu'on fait ça, on est vraiment demandeur aussi de vos retours. Et donc, à la toute fin du séminaire, on enverra un dernier lien avec un formulaire d'évaluation très rapide, une ou deux questions
pour que vous me disiez voilà, si ça vous a intéressé, si c'était bien, pas bien, s'il y a des choses à améliorer. Voilà. Mais donc, je vois qu'on est une trentaine maintenant, c'est super. On va du coup démarrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous partager une petite présentation. Tac, tac, tac. En espérant que la technique fonctionne bien. Hop. Alors, est-ce que vous voyez tous le PowerPoint, la présentation? Job étudiant, quels sont mes droits? Corentin dit c'est nickel, Rebecca aussi, Simona aussi, Émilie aussi. Ah, c'est super bizarre d'être tout seul à parler là, mais c'est chouette, vous êtes dans le chat, vous suivez, c'est cool. Ronan aussi, Antoine, ok, top. Bon, du coup, job étudiant, quels sont mes droits? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui en une trentaine de minutes? Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de règles et donc on va aller à l'essentiel. Ok? On va faire en sorte que vous ayez les règles principales et que vous puissiez les retenir. Puis si vous avez d'autres questions, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, encore une fois, vous pourrez contacter les responsables jeunes dans vos régions. Mais donc, la première chose qu'on va voir, c'est les 4 règles d'or du jobiste. Les trucs, il faut se les mettre dans la tête, pas les oublier. La deuxième chose qu'on va voir, c'est tout ce qui concerne un peu le contrat de travail, parce que c'est quand même un aspect important quand on travaille, c'est le contrat et tout ce qui tourne un peu autour, avoir un contrat, suspendre un contrat, rompre un contrat, voilà, ces trucs-là. Après, le nerf de la guerre, on sait bien, c'est quand même le pognon. Et donc, on va voir un peu, c'est quoi les règles au niveau du salaire pour les jobistes. Ah, je vois qu'Apolline a déjà posé une question, c'est super. Et puis, quelques trucs et astuces syndicaux, ou pas que syndicaux, mais en tout cas que, voilà, vu qu'on répond à beaucoup de questions et qu'on entend beaucoup d'histoires de ce qui se passe avec les jobs étudiants, on a quelques trucs à vous conseiller pour voilà, pas se faire avoir par n'importe quel employeur. Et puis, revenir sur l'importance aussi en point 5 de se protéger au travail en étant syndiqué. Donc, en s'inscrivant au Jeunes CSC, vous êtes syndiqué, vous êtes protégé par le collectif. Vous pouvez faire appel au collectif, au Jeunes CSC pour vous aider. Et puis, en étant plus nombreux, on a quand même déjà 20 000 membres Jeunes CSC à Bruxelles et en Wallonie. Du coup, nous, on est aussi plus forts pour pouvoir mieux vous aider, etc. Donc, c'est vraiment un renforcement mutuel. Mais donc, c'est quoi les 4 règles d'or du job étudiant? Alors, la première chose, c'est cette fameuse limite des 600 heures par an. Vous connaissez cette limite? Vous avez déjà entendu parler? Ouais, Thibaut connaît, Apolline aussi. Ok. Donc, vous savez sans doute qu'il n'y a pas si longtemps, c'est ça, Rebecca dit c'était moi avant, il n'y a pas si longtemps, c'était 475 heures par an. Et là, depuis le 1er janvier 2023, c'est passé à 600 heures par an. Donc, ça commence à faire quand même un paquet d'heures. Hein. Mais donc, ça reste très important de ne pas, absolument pas dépasser cette limite. Pourquoi? Parce que si vous passez à 6 ans, 1 heure, en fait, vous n'êtes plus considéré comme étant un travailleur étudiant. Vous n'avez plus un contrat étudiant, mais vous avez un contrat classique. Vous devenez un travailleur classique comme tous les autres, ouvriers ou employés. Et donc, ça veut dire, d'une part, qu'il y a des cotisations sociales supplémentaires qui vont être payées. Donc, c'est pas si mal ça, parce que ça veut dire que, en fait, il y a une part, vous avez un plus gros salaire au final, mais il y a une part que vous ne voyez pas qui va aller en plus grande quantité dans le gros pot commun des travailleurs qui est la sécurité sociale. Mais ça va surtout avoir toute une série d'impacts sur d'autres règles auxquelles vous avez droit, d'autres droits auxquels vous avez accès en tant que jobiste étudiant, notamment ce qu'on va voir juste après, les allocations familiales, le fait de rester à charge de vos parents, etc. Et donc, voilà, on vous déconseille vraiment fortement de dépasser les 600 heures par an pour bien rester donc, dans ces heures et rester en contrat étudiant. Donc ça, c'est la première règle à ne pas oublier. Première règle d'or. La deuxième règle d'or,
c'est la question des allocations familiales. Comment conserver ces allocations familiales? Alors, vous, en général, vous ne touchez pas directement vous-même vos allocations familiales. C'est plutôt vos parents. Mais donc, vos parents, ils vont bien avoir à l'œil de savoir qu'ils continuent à les toucher parce que c'est quand même pas mal d'argent qui rentre tous les mois. Et donc là, c'est devenu un peu compliqué. C'est pas de notre faute. C'est qu'ils ont, au niveau des différents gouvernements, ils ont régionalisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des règles différentes en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Okay, et nous, on va se concentrer sur Bruxelles et la Wallonie. Mais donc, la première chose que vous pouvez retenir, c'est que vous avez droit aux allocations familiales jusque 25 ans, partout, ça, à condition que vous soyez étudiant, que vous prouviez que vous êtes aux études. Okay, et après, il y a des règles différentes à Bruxelles et en Wallonie. Alors, à Bruxelles, c'est inconditionnel, donc il ne faut rien prouver du tout. On les reçoit automatiquement, les allocations familiales, jusque 18 ans. Et puis, entre 18 ans et 25 ans, là, il faut prouver qu'on est aux études pour continuer à les recevoir. Et en tant que jobiste étudiant, à Bruxelles, donc si vous êtes domicilié à Bruxelles, vous ne pouvez pas travailler plus de 240 heures par trimestre en job étudiant. OK ? Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous travaillez octobre, novembre, décembre, vous travaillez 250 heures pendant ces 3 mois-là, vous allez perdre vos allocations familiales. Enfin, vos parents vont perdre vos allocations familiales. Ils vont même devoir les rembourser. Donc, c'est vraiment, il faut faire gaffe. Par contre, petite exception pour cette limite de 240 heures, c'est que pendant l'été, donc juillet, août, septembre, là, il n'y a pas de limite. Okay, vous pouvez dépasser les 240 heures pendant l'été. Ça, c'est OK. Ça ne va pas avoir d'influence sur vos allocations familiales. OK, et je reviens, n'oubliez pas, on ne dépasse toujours pas les 600 heures par an. Hein. Ça ne change pas. Ça c'est une règle annuelle. Ça ne bouge pas. Vive l'été, dit Rebecca. Ouais, c'est vrai. Bah bon, l'été, c'est bien de partir en vacances aussi si on peut. Hein, pas obligé de travailler tout l'été. Ou bien il y en a qui ont des secondes cesse aussi. OK. En Wallonie, ça c'est un peu simplifié du coup. Donc la Wallonie, c'est inconditionnel. Donc on les reçoit automatiquement sans devoir rien prouver jusqu'à 21 ans. Et ils ont enlevé le nombre d'heures par trimestre. Donc en Wallonie, c'est open bar. On peut travailler toute l'année autant qu'on veut par rapport aux allocations familiales. Mais je rappelle, encore une fois, le maximum, ça reste 600 heures par an. OK. Bon, j'espère que vous suivez toujours, que c'est clair pour vous. Mais donc, je rappelle, hein, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire dans le chat. Par exemple, une expérience à partager liée à un de vos jobs étudiants ou, ou liée à quelque chose que vous avez vécu en tant que jobiste. Donc, franchement, n'hésitez pas à réagir. Alors, pour les questions, on va encore remettre le formulaire avec les questions que vous pouvez remplir pour poser vos questions. Et avec toute notre équipe, nous nous engageons à y répondre. OK. Alors, la troisième règle d'or ultra importante, c'est le fait de rester à charge fiscale de vos parents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est un peu du charabia, mais en gros, l'idée, c'est que quand vous êtes à charge de vos parents fiscalement, ils ont des réductions d'impôts. OK? Donc, ça veut dire qu'ils payent moins d'impôts. Et donc, si jamais en donné, parce que vous travaillez trop ou vous gagnez trop, là, en fait, c'est surtout une question de gagner trop. Si vous gagnez trop d'argent pendant l'année, vous n'allez plus être à charge de vos parents, ils ne vont plus avoir de réduction d'impôts, ils vont perdre de l'argent. Donc, de nouveau, c'est important d'avoir en tête pour pas créer des conflits dans la famille. Hein, genre, j'ai gagné un peu trop, 100 euros, mais on a perdu... les parents, ils ont perdu 500, 600 euros à cause de ça sur l'année. Donc, c'est vraiment important. Alors là, c'est des limites qui sont liées au montant à ne pas dépasser. Donc, il ne faut pas gagner plus d'argent qu'une certaine limite. Et donc, il y a une différence en fonction de votre situation familiale. Donc, en fonction de s'il y a 2 parents, 1 parent, des choses comme ça.
Et donc là, si tu es à charge de 2 par an, la limite que tu ne peux pas dépasser, c'est 7 965 € bruts par an. OK? Si tu es à charge d'un seul par an, la limite à ne pas dépasser en termes d'argent gagné, 10 090 € bruts par an. Et alors, il y a un cas un peu spécial. C'est voilà, si tu es à charge d'un seul par an et que toi-même, tu es reconnu comme handicapé à 66% par la mutuelle, là, la limite est encore un peu plus élevée, c'est 11 952 € bruts par an. Mais bon, il y a des calculs un peu savants autour de cette histoire. Et donc, franchement, je vous invite, je t'invite, si tu te sens que tu es un peu limite ou que tu as des doutes, à contacter le responsable jeune de ta région. Donc là, je vois qu'il y a Apolline qui pose une question dans le chat. Mais donc, Apolline, n'hésite pas à poser ta question. Si tu as encore des questions, et si tu en as déjà posé une, n'hésite pas à poser tes questions encore dans le formulaire. Il n'y a pas de souci. Alors, quatrième règle d'or, et c'est la dernière, c'est la question des impôts. C'est quel montant maximum est-ce que je peux gagner pour tant que je ne paye pas d'impôts, quoi. Et donc, le revenu maximum où vous ne payerez pas d'impôts, c'est 14 514 € bruts par an. Donc, ça représente plus ou moins 10 000 € net par an. Donc, quand même déjà, faut déjà bosser pas mal pour atteindre ça. 10 000 € net par an. Et par contre, donc vous ne payerez pas d'impôts sur cette tranche-là. Si vous dépassez, si vous gagnez 12 000, vous payerez des impôts sur les 2 000. Si vous gagnez 12 000 € net, vous payerez des impôts sur la tranche qui dépasse les 10 000 €. OK. Voilà, mais par contre, ce n'est pas parce que vous ne payez pas d'impôts que vous ne devez pas remplir votre fiche d'impôt. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais à partir de vos 18 ans. Qui a plus de 18 ans ici? Ok, ok. Ben voilà, Farida, Apolline, Maureen, Damien, Antoine, vous êtes tous censés du coup remplir quand même votre fiche d'impôt, même si vous ne payez pas d'impôt. Donc ça, c'est important à savoir pour ne pas avoir d'amende derrière, des choses comme ça. Ok. Bon, est-ce que jusqu'ici, tout le monde suit? Est-ce que jusqu'ici, vous êtes tous et toutes avec nous? Pour les moins de 18 ans, ce n'est pas obligatoire du coup, Florence. Je pense même que tu ne reçois pas de fiche d'impôt à moins de 18 ans, il me semble. Ah, pour remplir la fiche d'impôt, ce sera un autre webinaire. Ça, je peux pas t'aider, Damien. Désolé. Mais par contre, je pense que tes parents, s'ils sont disponibles, ils ont quand même l'habitude, donc ils peuvent regarder. Mais si tu as très peu de revenus, c'est très facile. Il y a 3 cases à cocher. Et puis, je crois que ça se fait de plus en plus automatiquement aussi. Donc, ça, vois un peu avec la famille, ce sera plus simple. Ok, alors pour la suite, le contrat de travail, gros sujet. Alors, j'ai une première petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est obligatoire ou pas obligatoire d'avoir un contrat de travail quand on est étudiant? Est-ce qu'on doit avoir un contrat de travail ou pas quand on est étudiant? Bon, je ne vois pas pourquoi je fais ce webinaire. Vous êtes déjà tous au courant. Ok. Ouais, tout à fait, vous avez raison. Donc, c'est complètement obligatoire parce qu'en fait, si jamais il n'y a pas de contrat de travail, ça veut dire que c'est du travail au noir. Et si c'est du travail au noir, c'est illégal. Et en gros, c'est des problèmes. Alors, on ne va pas être naïf et tout. Moi, j'ai moi-même fait des jobs étudiants il n'y a encore pas si longtemps. On sait que ça arrive parfois qu'il y ait du travail au noir, mais on veut vous avertir ici que ce n'est pas anodin, ce n'est pas un petit truc comme ça. S'il vous arrive quelque chose au boulot, imaginons que vous bossez, je ne sais pas moi, dans l'ORECA et que vous vous blessez avec un verre et que vous vous coupez un tendon ici. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Et que vous êtes au noir, vous n'avez pas de contrat, vous ne travaillez pas là, il n'y a pas d'assurance.
Il n'y a pas d'assurance accident de travail, pas de prise en charge des soins. Vous êtes mutilé à vie et voilà, il n'y aura pas de prise en charge collective, quoi. Vous serez livré à vous-même. Pareil, s'il y a un accident sur le chemin pour aller au boulot, normalement vous êtes couvert. On va en parler après. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de preuve que vous travaillez là. Okay. Et alors, un truc important aussi pour le salaire, si jamais il y a parce qu'on entend les employeurs souvent qui disent oui, mais viens travailler et je ferai ton contrat dans un mois et il n'y a pas de souci. Hein, vous l'avez déjà entendu celle-là, non? Vous l'avez pas déjà entendu? Moi, je l'ai déjà entendu quelques fois. Et puis que le contrat n'arrive jamais et il ne paye pas. Ben, si jamais nous, au niveau syndical, on n'a pas une preuve que vous avez travaillé là-bas avec un contrat, c'est très difficile d'aller rechercher l'argent. Parce que dans le cas contraire, s'il y a un employeur qui ne paye pas et que vous êtes inscrit au jeune CSC, nous, on peut faire les démarches pour aller récupérer l'argent qui vous doit. Mais pas si vous n'avez pas de contrat. Donc, c'est vraiment important. Alors, important aussi de signer le contrat avant de commencer à travailler et pas après ou pendant qu'on effectue le travail. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment à faire gaffe à ça. Alors, sur le contrat, il doit figurer différentes choses. Est-ce que vous savez un peu, est-ce que vous avez des exemples en tête de choses qui doivent figurer sur le contrat de travail que vous savez? Le nom, ouais, Corentin dit le nom et le prénom, tout à fait. Le prix à l'heure, donc plus précisément le salaire à l'heure. Ouais. Ton adresse, Émilie, très juste. Les heures prestées, donc les horaires, les informations personnelles. Ouais. Le numéro national, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut figurer. La durée, ouais. Bah, franchement, le type de travail, ouais, tout à fait. Vous avez dit exactement tout ce qu'il fallait. Vous avez juste oublié un élément, c'est l'aspect adresse et nom de l'entreprise. Ça, c'est important aussi. Et alors, le lieu de travail. Ah, et voilà, Damien le dit. Et alors, le lieu de travail, parce qu'il peut y avoir une entreprise dont l'adresse du siège est, je ne sais pas moi, à Charleroi, mais vous travaillez dans une commune, dans un magasin à côté de Charleroi, par exemple. Donc, il faut aussi l'adresse du lieu de travail. Donc, en effet, il faut votre nom, votre prénom, votre date de naissance et l'adresse et le nom de l'entreprise. Ça, c'est les coordonnées, ça, c'est important. Ensuite, il faut la date du début de votre contrat et la date de fin de votre contrat. Dans le cas d'un contrat CDD, donc d'un contrat à durée déterminée. Bon, c'est principalement, les jobistes étudiants, c'est principalement des contrats à durée déterminée. Hein. Donc, il faut la date de début et la date de fin. Et il faut aussi les horaires de travail. Donc, est-ce que tu vas travailler 3 heures par jour, 8 heures par jour? Et quel jour tu vas travailler? Est-ce que tu vas travailler le mardi, le mercredi, le samedi? C'est important. C'est aussi important parce que, par exemple, le dimanche, c'est payé plus normalement. Et donc, c'est important de savoir, d'avoir à l'avance un minimum, de savoir c'est quoi vos horaires et combien d'heures vous allez travailler. Ça vous permet aussi, vous, de checker un peu si vous allez dépasser vos heures ou pas. Voilà. Donc ça, c'est important. Et si vous voulez avoir un calcul vraiment précis des heures que vous avez déjà faites, qui vous restent ou qui sont déjà bloquées, etc., vous pouvez aller sur Student at Work, vous connectez avec votre carte d'identité et alors vous voyez toutes les heures que vous avez déjà faites et tout. Donc ça peut être utile. Je pense qu'on a le lien. Voilà. Mon collègue Romain a remis le lien dans le chat aussi. Alors, le lieu de travail, je l'ai dit. Alors, il faut une petite description du type de boulot que vous faites. Hein, parce que, bon, si on vous dit ah ouais, en fait, vous allez vendre à la boulangerie, mais qu'en fait, vous vous retrouvez boulanger à faire cuire les pains au four, c'est pas la même chose. C'est pas le même boulot, c'est pas le même salaire, c'est pas les mêmes conditions de travail. Donc, une petite description de ce que vous êtes censé faire. Et alors, le nerf de la guerre, le salaire horaire. En général, c'est écrit brut, c'est-à-dire c'est le salaire que vous allez recevoir brut. Et puis, on retire la petite part de cotisation à la sécurité sociale. Voilà. Et ça, vous le verrez sur votre fiche de paie. Vous êtes censé recevoir des fiches de paie aussi.
sachez-le. Voilà, donc ça, c'est le fait d'avoir un contrat. Maintenant, il y a la question de suspendre un contrat. Donc, suspendre un contrat, il y a deux possibilités. Soit vous êtes malade, soit vous avez un accident dans le cadre du travail. OK ? Alors, ça, c'est deux choses. Franchement, on a beaucoup de retours de jeunes là-dessus. C'est des choses qu'on ne sait pas bien. Et donc, je vous invite à les retenir parce que c'est aussi vraiment ultra important pour vous. C'est des avantages et des droits que vous avez qu'en général, on ne connaît pas. Si vous êtes malade, vous devez absolument, immédiatement avertir l'employeur, avant même, normalement, votre heure de travail. Donc, avant le début de votre journée de travail, vous devez avertir l'employeur. Et vous devez lui fournir dans les 48 heures un certificat. Dans les 2 jours, vous lui fournissez un certificat. Ça, c'est ce que vous devez faire, vous. Après, si tu as travaillé plus d'1 mois dans l'entreprise, tu as droit à être payé pendant 14 jours de maladie, les 14 premiers jours de maladie. OK ? Donc, ça veut dire que vous avez le salaire garanti. Il faut retenir ça. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu travailles 3 jours semaine, tu tombes malade, eh ben, tu avertis l'employeur, tu donnes le certificat et tu es malade pendant 2 semaines, eh ben, l'employeur va devoir te payer les 6 jours de travail que tu aurais dû faire. Okay ? Salaire garanti, important à retenir. Par contre, il faut savoir que l'employeur, après 7 jours de maladie, il peut vous licencier. Il peut dire « Ah bah, tu es tout le temps malade, moi, j'ai pas que ça à faire. » Voilà, comme les patrons peuvent faire, hein, on les connaît. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais on en connaît quand même pas mal. Et donc, ils vont pouvoir vous licencier après 7 jours. Mais par contre, ils vont devoir vous payer des indemnités de préavis de 7 jours aussi. Donc, en fait, les 14 jours de travail seront quand même payés. Okay ? Mais donc, ça, c'est vraiment important, hein, les gars et les filles. Vous avez droit au salaire garanti si vous êtes malade, si et seulement si vous avez travaillé déjà plus d'1 mois dans l'entreprise. Est-ce que c'est des jours consécutifs ? Demande Apolline. Non, c'est juste. Non, c'est des jours calendriers. Et si dans ces jours calendriers, tu as, par exemple, 3 jours de travail, disons que tu es malade le lundi, et puis tu dois normalement travailler mardi, mercredi, jeudi. Ben, tu es malade le lundi, tu donnes le certificat, il doit te payer mardi, mercredi, jeudi. Et puis, tu es toujours malade, ton certificat continue toute la semaine d'après. Et tu devais normalement de nouveau travailler mardi, mercredi, jeudi. Et il doit aussi te payer ce mardi, ce mercredi, ce jeudi. Même si tu n'es pas allé au boulot, tu es malade, tu as le salaire garanti. OK. Alors, donc ça, c'est la maladie. Alors, pour l'accident de travail, c'est important. L'accident de travail, c'est au travail ou sur le chemin du travail. Donc, si vous êtes à vélo pour aller au boulot et que vous avez un accident, ben, c'est un accident de travail. OK ? C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est très bien. Et donc, si vous avez un accident de travail, il faut absolument, absolument tout de suite avertir l'employeur et tout de suite avertir la mutuelle. Et l'employeur va avertir son assurance et vous devrez remplir des papiers, etc. Mais il faut le faire, parce que ça peut arriver que sur le coup, sur le choc, on rentre, par exemple, on part du boulot, il pleut, on est à vélo, on tombe, on se relève, on dit « Ah non, mais c'est bon, c'est rien, tac, tac, tac », on avance. Et puis 2 jours plus tard, on se rend compte qu'en fait, on est vraiment blessé, qu'on va devoir aller faire des séances de kiné, ça va nous coûter 300 € et qu'on ne va pas s'en tirer. Et si on n'a pas déclaré, on n'a pas droit à l'assurance. Si on a déclaré, on a droit à l'assurance et tout est couvert par l'assurance. Okay ? Donc, ça change vraiment. Même si c'est un peu chiant de remplir les papiers, il faut le faire. Et il faut se renseigner. Donc, encore une fois, si vous avez un accident de travail et que vous ne savez pas trop quoi faire, contactez déjà l'employeur pour le signaler par écrit, en plus de l'appeler. Et puis, contactez votre mutuelle pour signaler ça. Et alors, contactez un responsable jeune pour qu'il vous aide dans les papiers. Donc, voilà, ça, c'est pour
suspendre un contrat. Et puis après, il y a le fait de rompre un contrat. Là, il y a plusieurs possibilités. Il y a la démission ou le licenciement. Okay, la démission, c'est vous qui partez. Et le licenciement, c'est l'employeur qui vous licencie. Alors, ultra important, on ne peut pas licencier oralement. L'employeur ne peut pas vous appeler un matin et dire « Ne viens pas travailler, je ne te veux plus au boulot ». On a déjà entendu ça régulièrement. Vous devez aller au boulot. Il ne peut pas faire ça, c'est illégal. Et vous devez y aller, parce que si vous n'y allez pas, il peut vous licencier pour abandon de poste. Okay, donc, c'est important. Il ne faut pas se laisser intimider. Il est obligé d'envoyer un courrier recommandé avec, dans le courrier recommandé, les raisons du licenciement, le début de la période de préavis, je vais expliquer un peu ce que c'est après, et le nombre de jours de préavis. Ok, il doit vous envoyer un recommandé. Et si c'est vous qui voulez démissionner, il faut aussi que ce soit par écrit. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un recommandé, mais vous devez le donner en main propre et faire signer la copie que vous gardez, faire 2 copies, faire signer la copie que vous gardez de votre lettre de démission par l'employeur pour l'avoir avec vous. Ok, alors, donc non seulement il faut que ce soit par écrit, pas par SMS, donc par écrit, mais recommander le licenciement, hein, pas par SMS. Si c'est vous qui démissionnez, il faut une signature. Pas oralement, pas sur Facebook, pas sur Instagram. Lettre recommandée de l'employeur. Et sinon, on va au boulot et on dit, tant que tu ne m'as pas envoyé ma lettre recommandée, moi, je continue à travailler. C'est comme ça. C'est dans mon contrat. Voilà. Après, quand il y a un licenciement, il y a une période de préavis. Okay, la période de préavis, c'est une période où le contrat est rompu, mais vous continuez à travailler un peu pendant un temps pour avoir le temps de rebondir. Vous ne perdez pas tout de suite votre revenu, quoi. C'est ça le but. Donc là, il y a différents moments. Pendant la période d'essai, ça existe pour les jobistes, la période d'essai, ça dure 3 jours. Elle doit être sous contrat, la période d'essai. Hein. Pas de période d'essai gratos sans contrat. Non. La période d'essai, c'est dans le contrat. Mais les 3 premiers jours du contrat, vous pouvez être licencié ou démissionné sans préavis. Donc, du jour au lendemain. Vous pouvez dire « Ah, demain, je ne viens plus ». Ou lui, il peut dire « Ah, demain, tu ne viens plus ». Là c'est… Voilà, il y a 0 jour de préavis. Okay, par contre, à partir du moment où vous travaillez depuis 1 mois ou moins pour cet employeur, si c'est lui qui vous licencie, il y a 3 jours de préavis. Et si c'est vous qui voulez partir, qui démissionnez, il y a 1 jour de préavis. Le préavis commence le lundi qui suit la lettre de démission ou de licenciement. Ça, c'est un peu compliqué. Je vous invite, si jamais un d'eux voulez démissionner ou vous recevez une lettre de licenciement, à contacter encore une fois les responsables jeunes, mais surtout à vous inscrire aux jeunes CSC. Vous voyez, il y a pas mal de choses à connaître. Hein. Ce n'est pas si facile et pourtant, je fais simple, je vous le jure. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire avec le QR code ici. Et comme ça, vous serez tenu au courant et vous pourrez aussi recevoir toutes les informations et continuer à être informé de tout ça. Voilà. Alors, pour la période de préavis, si jamais vous travaillez depuis plus d'1 mois, là, si c'est l'employeur qui veut licencier, c'est 7 jours de préavis. 7 jours de préavis. Et si jamais c'est vous qui voulez partir, c'est 3 jours de préavis. Mais donc, le plus important, c'est qu'il faut que ce soit par écrit et ce n'est pas immédiat. Il y a un préavis d'une certaine durée où vous continuerez à aller travailler et à être payé. Okay, alors, on va passer au salaire minimum, le nerf de la guerre, le salaire minimum. Alors, là, c'est les salaires minimums. Qu'est-ce que ça veut dire, salaire minimum? Ça veut dire que même dans les secteurs où les syndicats, et vous avec les membres, on a réussi, dans les secteurs où on n'a pas réussi à négocier des meilleurs salaires, et c'est le cas dans plein de secteurs. Dans l'ORECA, il y a un salaire sectoriel. Dans la construction, il y a un salaire sectoriel. Dans le commerce, il y a un salaire sectoriel, etc. Mais le salaire minimum, c'est que quand il n'y a pas de salaire sectoriel, ça, c'est le minimum que vous devez gagner. Il n'y a pas en dessous. Okay,
Bon, là, on n'est pas très content, nous, c'est qu'il y a une différence en fonction de l'âge. Et ça, on trouve que ce n'est pas juste et on est en train de se battre d'ailleurs pour changer ça. On voudrait que tous les jeunes, quel que soit leur âge, les jobistes étudiants, soient payés au salaire minimum à 100%, pas en dessous. Okay. Mais pour le moment, malheureusement, la règle, c'est ça, la loi, c'est ça. Et donc, on vous informe de ça. Mais donc, quand vous avez 21 ans et plus, vous êtes payé à 100% du salaire minimum. Ça représente plus ou moins 12 euros de l'heure brute. Et puis, c'est chaque fois que vous êtes un peu plus jeune, vous perdez un peu de salaire. Et quand vous avez entre 15 et 16 ans, c'est 8 euros brut de l'heure. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Mais encore une fois, je vous invite à vous inscrire au Jeunes CSC et à venir batailler avec nous pour changer ça et pour que tous les étudiants puissent toucher le même salaire minimum. Et puis après, sachez que dans chaque secteur, il y a des conditions de travail et des salaires un peu différents qui sont au-dessus de ça. Et que vous, en tant qu'étudiant ou étudiante, vous avez droit aux mêmes conditions que vos collègues qui ne sont pas étudiants et étudiantes. Donc, si jamais les collègues, ils ont des chèques repas, vous avez droit à des chèques repas. Si jamais les collègues, ils ont 15 euros de l'heure brute, vous avez droit à 15 euros de l'heure brute. OK ? Ça, il faut vous renseigner sur les conditions de travail des travailleurs classiques. Et puis, si jamais vous voyez que ce n'est pas la même chose, vous venez nous voir. OK ? Samuel, juste pour te répondre, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument, mais ils disent oui, mais les plus jeunes, ils travaillent moins bien, du coup, ils doivent apprendre et donc ils sont moins payés. Ce qui est faux, hein, franchement, on apprend plus vite à 16, 17, 18 ans qu'on apprend à 35 ou 40 ans. Donc, a priori, on devrait les payer plus, je trouve. Non, mais voilà, c'est pas juste. Et en fait, c'est juste une façon de raboter les salaires et de payer moins, quoi. La troisième colonne, c'est par mois, c'est ça. Salaire brut minimum par mois, ouais, tout à fait. Voilà, mais donc ça, c'est pour les questions de salaire. Et alors, on va terminer avec quelques trucs et astuces. Mais bon, j'en ai déjà parlé, hein, donc on va les revoir un peu ensemble. Mais donc, la période d'essai sans contrat, ça n'existe pas. Il faut commencer à travailler avec un contrat signé. Donc, si jamais vous n'avez pas été licencié correctement avec un courrier, il faut continuer à aller au travail. Sinon, on peut être licencié pour faute grave. Vous n'êtes jamais obligé de signer quelque chose directement. Si vous avez des doutes, vous nous contactez et on regarde ensemble si ce truc est légal ou pas. Ne signez pas des trucs où vous ne comprenez pas. OK ? Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Donc, encore une fois, on t'invite à te syndiquer pour te protéger avant d'avoir des problèmes et pas au milieu des problèmes. Et puis, c'est important de demander aussi à consulter le règlement de travail dans l'entreprise dans laquelle vous allez bosser pour connaître les règles spécifiques de ton lieu de travail. Et donc, protège-toi, syndique-toi. On n'arrête pas de le répéter. Voilà, vous avez sûrement des expériences parfois difficiles avec des employeurs. Moi, j'ai entendu toutes sortes de choses. Des employeurs qui ne payent pas, des employeurs qui changent les horaires tout le temps, des employeurs qui licencient de manière illégale, etc. Si vous avez des questions, nous, avec les jeunes CSC, en tant qu'organisation de jeunesse syndicale, on est là pour y répondre, vous conseiller et se défendre tous ensemble. Pour ça, il faut que tu sois inscrit. Donc, tu peux t'inscrire ici avec ce QR code-là ou avec le QR code que tu vois sur la présentation. Et on va remettre encore le lien d'inscription aussi dans le chat pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Et alors, les jeunes CSC, c'est aussi se former. C'est des actions et des événements près de chez toi dans ta région. Et c'est gagner des nouveaux droits pour les jeunes. On est une organisation de jeunesse. On a envie de changer les conditions de vie et de travail des jeunes. On veut les améliorer. Et donc, on a des groupes dans chaque région qui se réunissent. On fait des activités ensemble. Et donc, c'est aussi une raison de nous rejoindre si tu as envie de participer. C'est évidemment pas obligatoire. Mais si ça t'intéresse, nous, on est preneurs, on a envie de te rencontrer, on a envie de faire des choses avec toi. Voilà, alors je crois qu'on arrive au moment questions-réponses. Et donc, je vais appeler
Mon collègue Bernard Dessy qui va venir nous rejoindre. Je crois que j'ai réussi à enlever la présentation. Bernard, est-ce que tu es là? Je ne vois pas ta caméra. Allô, allô. Bernard, Bernard. Est-ce que Bernard est avec nous? Ah, peut-être que on a un petit souci technique, peut-être qu'on a un petit souci technique. C'est possible. Ah non, ah, le voilà. Salut. Salut, tu m'entends? On t'entend, on t'entend. Moi, je vais peut-être mettre un peu plus fort parce que j'entends pas beaucoup. Du Trop coup, mais... bien, bah, salut Nel et salut à tous et à toutes qui sont dans le chat. Alors, moi et mes collègues, on était dans les coulisses en train de recueillir toutes vos questions. Et alors, on a fait une petite sélection qui pourrait profiter à tous et à toutes. On s'est engagé évidemment à pouvoir revenir vers chacun et chacune d'entre vous pour vous apporter une réponse. Donc ici, ne vous en faites pas. C'est une sélection, vous recevrez la réponse, après le webinaire par email, comme prévu. Alors Nel, j'ai une première question pour toi vas-y. qui est arrivée dans le formulaire. La question c'était, mais en fait, c'est quoi la cotisation de solidarité? Est-ce que ça remplace le précompte professionnel? Est-ce que donc, du coup, les étudiants jobistes doivent, faire une déclaration, d'impôt et la remplir? C'est ça. Alors, non, la cotisation de solidarité, donc c'est une cotisation sociale. C'est pas la même chose que le précompte professionnel, ça c'est les impôts. Donc c'est deux choses différentes. Mais donc la cotisation de solidarité, c'est un montant, très précisément 2,71%, qui est pris de ton salaire brut. Donc imaginons que tu gagnes 100 euros, ok? Ben, il y a 2,71 euros qui vont être pris de ces 100 euros et déposés dans la caisse de solidarité des travailleurs qui s'appelle la sécurité sociale et qui permet de t'assurer notamment sur les accidents de travail. C'est notamment ça ce à quoi sert la cotisation sociale de solidarité. Et donc, ça veut dire que sur les 100 euros bruts de salaire, ben, toi, tu auras 97,29 euros net. C'est ça qu'on dit. OK. Et alors, il y a une partie aussi, mais ça, tu ne la vois pas. Il y a une partie, c'est des cotisations sociales patronales, et ça, elles sont retirées avant le salaire brut. Et donc, elles représentent pour les étudiants 5,42%. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ton salaire total, si toi, tu reçois un salaire brut de 100 euros, mais ton salaire complet, c'est 105,42 euros. OK? Parce qu'il y a une partie qui est déjà envoyée dans la grande caisse de solidarité des travailleurs avant même que tu le vois sur ta fiche de paye. Et donc ça, c'est à charge de l'employeur. Et donc c'est les cotisations de solidarité parce que normalement, elles sont plus élevées pour les travailleurs. Donc cette cotisation existe parce que on cotise, les jeunes jobistes ne cotisent pas à la sécurité sociale de manière habituelle. Mais dès que tu vas travailler avec un contrat normal, du coup, là, tu auras une cotisation complète et un accès complet à la sécurité sociale, au chômage, à la pension, à la question des soins de santé, de la maladie, aux vacances, etc. Et alors, à partir du moment où tu travailles, tu dois remplir une déclaration d'impôt, même si tu ne dois pas payer d'impôt. Donc ça, c'est important. Voilà pour la première question. J'espère que j'ai répondu comme il fallait. Ouais, bah, super, un tout grand merci Nel. Et alors on avait une deuxième question, bien plus courte et en fait, qui s'adresse peut-être à ceux et celles, qui n'ont encore jamais été sur le site de Student at Work et qui se posaient des questions sur,
En fait, comment se connecter sur ce site? Et si en tant que parent, on y avait accès? Alors, donc ça, c'est vraiment un site qui est très utile, qui permet de vraiment bien suivre tout ça. Et donc, c'est nécessaire que tu te connectes toi-même en tant qu'étudiant à Student at Work. Et alors, tu utilises en fait l'application It's Me, ok? Ou alors ta carte d'identité que tu branches directement. Mais l'application It's Me, c'est évidemment plus facile. On l'a pas mal utilisé avec la crise sanitaire et tout. Donc maintenant, on est nombreux à l'avoir. Donc tu te connectes via It's Me. Euh, et alors, les parents n'ont pas accès à ces données. C'est vraiment personnel. C'est ton travail, c'est tes informations personnelles. Bon, rien ne t'empêche de montrer ton compte à tes parents quand tu es connecté, mais c'est toi qui dois te connecter. Après, tes parents peuvent évidemment t'aider à te connecter si tu as des soucis, quoi. Et même nous, si jamais tu n'arrives pas à te connecter, que c'est compliqué, n'hésite pas à contacter un responsable jeune régional pour qu'il t'aide à le faire, quoi. Oui, et je vais vraiment faire un lien avec ce qui est posé dans le chat, mais c'est assez récent, mais effectivement, même si maintenant on a moins de 18 ans, on peut se connecter sur Student at Work. Ok, Super, merci. ok. Une autre question sur laquelle on n'a peut-être pas assez insisté, qui est revenue, c'était, de savoir, mais en fait, à partir de quel âge on peut travailler comme étudiant Ouais, jobiste? c'est vrai, on n'en a pas parlé au début. Ouais, bonne question. Ben alors, on peut travailler à partir de 15 ans, comme en job étudiant, mais uniquement si tu as terminé ta deuxième secondaire. Ok. Donc, tu dois avoir terminé ta deuxième secondaire si tu veux travailler à partir de 15 ans. Et sinon, tu dois attendre l'âge de 16 ans. Ok. Et alors, pour les mineurs, donc si tu as moins de 18 ans, et aussi pour les 15-16 ans, ceux qui commencent à travailler à partir de 15 ans, il y a une série de métiers qui ne peuvent pas être réalisés, quoi, hein. Ça, on va pas te faire la liste ici. D'ailleurs, on a une brochure qui est assez détaillée sur tout ce que je suis en train de raconter là, qui se trouve sur le site des jeunes CSC. Et donc voilà, il y a une série de secteurs qui ne peuvent pas être accessibles aux mineurs, donc aux jeunes de moins de 18 ans, et encore moins aux jeunes de moins de 16 ans. Donc ça, il faut bien vérifier que tu ne fais pas des métiers interdits pour ton âge, quoi. C'est ça, Ouais. et c'est super que tu le soulignes parce qu'en fait, une autre question qui est revenue, Ouais. c'était justement de savoir si, il y avait des différences, et je sais qu'on ne pourra pas toutes les citer, Mhm. en termes de contrats ou de possibilités pour les jeunes si on a moins de 18 ans, justement. Bah donc en Belgique, la règle générale sur le contrat de travail interdit le travail des enfants. Donc ça c'est quand même une grosse victoire syndicale aussi qui date un peu. Voilà, on n'est pas censé travailler, les enfants ne sont pas censés travailler. Et du coup les jobs étudiants c'est un peu une exception à cette règle générale. Et donc quand on dit enfant, on parle de moins de 18 ans, hein, donc mineur. Et donc, du coup, pour protéger l'intégrité physique et mentale des jeunes, il y a certains postes de travail, comme je le disais, qui sont interdits, notamment le travail de nuit, le travail dans les mines, le travail en présence de certains produits chimiques, les travails avec des risques importants. Je pense notamment à certains boulots à la SNCB, dans la réaffectation des voies, des choses comme ça. Donc voilà, il y a une liste qui existe sur Internet. Alors je sais pas si peut-être qu'on pourrait le détailler dans une réponse par mail, de rajouter le lien. Mais donc il y a une liste de métiers qui sont comme ça interdits aux mineurs d'âge, quoi. Mm. C'est ça. Mais effectivement, c'est une info importante que les jeunes puissent avoir parce que bien souvent, on va vers des jobs vers lesquels on pense qu'on peut aller, mais souvent, en fait, ça nous est interdit quand on a moins de 18 ans. Une autre question qui peut aussi peut-être parler à d'autres jeunes ou d'autres parents, ici, c'était plutôt, une réflexion, un témoignage qui disait que voilà: «J'ai une fille de 19 ans et je l'ai inscrite dans une agence d'intérim.
Mais on n'a pas tout de suite reçu de réponse, on n'a pas tout de suite reçu de possibilité de travailler comme jobiste. Ma fille est anglophone, mais elle parle super bien français, et donc on se demandait s'il fallait se limiter finalement à s'inscrire à une seule agence, Mmh. d'intérim quand on est jeune et qu'on cherche à travailler. Non, non, je pense que, bah, déjà, on peut s'inscrire vraiment à plusieurs agences intérim, ça, il y a pas de souci. Et puis, bon, il faut voir un peu dans quel secteur elle serait intéressée, mais ça vaut vraiment la peine aussi, de déposer un peu des candidatures, spontanées, je sais pas, voilà, je pense dans des centres culturels, je pense, dans des cafés, je pense au niveau de certains commerces, au niveau de l'horeca. C'est tous des secteurs qui emploient au niveau du socio-culturel, au niveau même dans les communes, tout ce qui est plaine pour enfants, des choses comme ça, tout ce qui est animation socioculturelle, il y a pas mal de demandes. Euh, voilà, donc non, il ne faut pas se limiter. Donc il y a les agences intérim, mais il y a aussi voilà, possibilité de trouver des boulots de job étudiant par soi-même, de son côté. Mais alors, nous, ce qu'on peut faire pour aider aussi avec les jeunes CSC, c'est que on peut tout à fait regarder un peu le CV et regarder la lettre de motivation pour accompagner et voir s'il y a peut-être des choses à changer pour que ce soit plus efficace pour trouver un boulot. Voilà. Avec les agences intérim, voilà, faut parfois faire un peu attention parce que ça peut être des contrats très très courts de une journée, 2 journées. Du coup, ça peut être très insécurisant alors que quand en général, on contracte un emploi jobiste étudiant avec, voilà, par soi-même, on peut un peu plus négocier le contrat aussi en disant, voilà, moi, je voudrais pouvoir bosser au moins 3 mois d'affilée, 6 mois d'affilée, etc. Les agences intérim, c'est vraiment, ils font un peu la pluie et le beau temps, c'est plus compliqué. Super. Voilà. Je vois qu'on est encore 28 personnes en ligne, maintenant 29. Est-ce Ouais, qu'on a encore le temps de prendre une question? bah, je vois qu'il semblerait qu'il y a encore une question. Enfin, il y en a sans doute d'autres aussi, mais allez-y, on va répondre à la Super. dernière question avant de se dire au revoir, du coup. Alors, c'est une question, qui va répondre à pas mal, je pense, de demandes et d'inquiétudes. C'était de mieux comprendre un petit peu les, jours de préavis en cas Ouais, soit de démission ou de ouais, licenciement quand on a un contrat d'étudiant ouais, jobiste. ouais. Ok. On va peut-être essayer de prendre un exemple, mais c'est vrai que c'est pas ultra simple. Mais donc, donc si c'est toi qui démissionnes, donc, premier truc, c'est la démission doit être notifiée par écrit. Ok. Donc, il faut écrire une lettre à l'employeur en disant voilà, je démissionne parce que ce poste de travail ne me convient plus et mon préavis démarre telle date et dure autant de jours. Ok. Alors, les deux trucs qu'il faut vérifier, du coup, c'est à quelle date démarre-t-il et combien de jours dure-t-il. Ok. Alors, d'abord, le nombre de jours qui dure. Ça dépend, si tu démissionnes, ça dépend du temps de travail effectué chez cet employeur duquel tu veux partir. Donc, si tu es dans les 3 premiers jours d'essai, il n'y a pas de préavis. Donc, c'est mon préavis démarre telle date. Non, c'est directement je Immédiatement. démissionne sans préavis. Ok. Si tu travailles chez cet employeur depuis 1 mois ou moins, là, tu as 3 jours de préavis. Ok. Après, je vais expliquer quand il commence et tout, mais 3 jours de préavis. Si jamais, non, 1 jour de préavis, pardon. 1 jour de préavis si tu démissionnes. Et si tu travailles chez cet employeur depuis plus d'1 mois, tu as 3 jours de 3 jours. préavis. Ok. Donc, si c'est toi qui démissionnes, c'est 0 jour pendant la période d'essai, 1 jour si c'est 1 mois ou moins, et 3 jours si c'est plus d'1 mois que tu travailles. Ok. Maintenant, quand est-ce que le préavis commence? Alors, il commence le lundi
qui suit le moment où tu as été faire signer la lettre de démission par ton employeur. OK? Mais il faut rendre cette lettre de démission avant le jeudi de la semaine. Okay, tu comprends? Donc, tu dois rendre la lettre de démission lundi, mardi ou mercredi pour que ton préavis démarre le lundi suivant. Prenons un exemple. Nous sommes mercredi 17. Si aujourd'hui, je décide de quitter mon job étudiant au Jeune CC, je dépose ma lettre de démission. Ça fait moins d'un mois que je travaille là, disons. Donc, j'ai 1 jour de préavis. Et du coup, mon préavis va démarrer lundi prochain, donc le 22 mai, et va durer 1 jour, donc jusqu'au 23 mai. Et puis après, le contrat est complètement terminé. Et donc, je dois encore aller travailler lundi et mardi. OK? Super, c'est parfaitement clair. Voilà. Si jamais je rends ma lettre de démission demain, là, on est trop tard. On est jeudi. Et du coup, mon préavis ne va pas démarrer le lundi 22. Il va démarrer le lundi 29. OK? Voilà. Donc, c'est ça le principe. Et puis, c'est des jours, quand on dit 3 jours, c'est 3 jours calendrier. Donc, c'est 3 jours d'affilée. Si jamais dans votre horaire de travail, vous ne travaillez pas ces jours-là, vous n'allez pas travailler. Si jamais vous travaillez, alors vous allez travailler. Vous comprenez? Mais donc, voilà. C'est pour ça, c'est important. Mais si vous avez des doutes, si vous ne captez pas trop le bazar, contactez un permanent en région. Inscrivez-vous au Jeune CSC et contactez le permanent de votre région. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Alors, tu as répondu à toutes les questions qu'on pouvait partager ensemble. OK. Je veux encore remercier tout le chat qui avait envoyé plein de questions et on s'est engagé. On va vous répondre individuellement par email. On a donc vos coordonnées avec les questions. Ouais. Donc voilà, encore un tout grand merci. OK. On s'est engagé, on le fera. Ça va, ben on reviendra vers vous. Mais franchement, merci beaucoup pour votre présence. Et alors, vraiment, n'hésitez pas à parler aussi de notre initiative à vos amis à l'UNIF, à vos proches, etc. Parce que voilà, c'est important que les jeunes soient informés de leurs droits. C'est comme ça qu'on peut éviter de se faire avoir. Et nous, on est là pour ça. Donc, grand merci à toutes et tous. Et on va relancer sûrement un webinaire bientôt. Et donc, on vous tiendra au courant. Ah oui, et alors, il n'y avait pas un formulaire d'évaluation? Ah voilà. Et alors, on enverra le formulaire d'évaluation par mail à ceux qui ont participé. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le remplir, ça nous sera bien utile voilà, pour avancer, pour faire ça mieux encore la prochaine fois. Salut, merci. Salut, passez une bonne Ciao. soirée. Merci à toutes et tous.